Dans ce chapitre-là, on va étudier le travail et la puissance d'une force. Commençons tout d'abord par un rappel. Alors, quels sont les effets possibles d'une force? Alors, une force appliquée à un solide peut avoir plusieurs effets. Donc, elle peut mettre en mouvement un corps, comme elle peut modifier le mouvement d'un corps, elle peut aussi maintenir en équilibre un solide, comme elle peut aussi déformer un solide. Donc, notion de mouvement de translation, rectiligne et curviligne. Alors, qu'est-ce qu'une translation? Alors, un solide possède un mouvement de translation si tout segment reste parallèle à lui-même au cours du temps. Vous voyez ici que le segment AB garde toujours le même sens et la même direction et la même longueur. De même aussi pour la translation curviligne. Alors, si la translation est rectiligne, la trajectoire de tous les points des solides sont de droite. Alors, pour une translation curviligne, la trajectoire de tous les points des solides est curviligne. Alors, notion de travail d'une force. Commençons d'abord par dans le langage courant, le mot travail est lié toujours à la sensation de la fatigue suite à un effort physique ou intellectuel. Mais le physicien parle du travail d'une force lorsque le point d'application de la force se déplace. Donc, une définition du travail d'une force. On dit qu'une force exercée sur un corps solide travaille si son point d'application se déplace, ou bien il modifie le mouvement de ce corps, ou bien il modifie les propriétés physiques de ce corps-là. Travail et puissance d'une force constante exercée sur un corps solide en translation rectiligne et curviligne. Donc, d'abord, qu'est-ce qu'une force constante? Une force est constante lorsqu'elle garde la même direction, le même sens et le même module. Alors, travail d'une force constante exercée sur un corps solide en translation rectiligne. Alors, une activité, commençons d'abord par une activité, quand est-ce qu'une force travaille? Examinons la première situation. Si la force est parallèle au déplacement des corps, alors intuitivement, on conclut que la force ne travaille pas. Deuxième situation, lorsque la force est perpendiculaire au déplacement, intuitivement, on peut dire que la force ne travaille pas. Troisième situation, lorsque le vecteur force fait un angle alpha avec le vecteur déplacement AB, dans ce cas, on décompose la force en une force tangentielle et une force composentielle, et une composante normale. Donc, d'après ces deux cas, la seule force qui peut travailler, c'est la force tangentielle. Définition du travail d'une force constante. Donc, on appelle travail d'une force constante lorsque le corps se déplace d'un point A et B, le produit scalaire du vecteur force par le vecteur déplacement. Donc, mathématiquement, ce produit scalaire se calcule comme suit. Intégral F, l'intensité de la force, fois la distance AP, fois la cosinus de l'angle alpha. Donc, selon les situations, le travail il est exprimé en joules, si le déplacement est en mètres et la force elle est en newton. Donc on conclut aussi ici que 1 joule est égal à 1 newton fois 1 mètre, d'où la définition du joule. Donc le joule, c'est le travail effectué par une force de 1 newton lorsque son point d'application se déplace de 1 mètre. Remarque. Donc ici on va voir des remarques concernant l'angle alpha. Donc, si l'angle alpha est compris entre 0 et 90 degrés, alors le cosinus alpha est positif et le travail est positif, donc la force effectue un travail moteur. Donc, si alpha est égal à pi sur 2 ou bien 90 degrés, alors la force le cosinus alpha est nul, le travail est nul, donc la force n'effectue aucun travail. Donc, si l'angle alpha est compris entre 90 degrés et 180, le cosinus alpha est négatif, le travail est négatif, donc la force effectue un travail résistant.
Donc si alpha est nul, son cosinus est égal à 1, le travail est égal à F fois AB, donc c'est un travail moteur qui est maximal. Donc si alpha est égal à 180 degrés, son cosinus est égal à moins 1, le travail est égal à moins FAB, donc c'est un travail résistant minimal. Donc, autre expression des produits scalaires. On peut calculer le produit scalaire connaissant les coordonnées des points A et B. Donc, connaissant ces coordonnées-là, on peut établir les coordonnées du vecteur AB. Donc, connaissant l'expression vectorielle de la force, on peut, et bien sûr, en utilisant ces propriétés-là, on peut calculer le travail. Donc, il est égal à Fx, xb moins xa, plus fy, yb moins ya. Travail d'une force constante exercé sur un solide en translation. Ici, pour une translation curviligne, la trajectoire du point M est une courbe. Alors, quelle est l'expression du travail dans ce cas-là? Donc, pour sortir de cette impasse, on va découper la trajectoire en une infinité de déplacements élémentaires de telle sorte qu'il soit linéaire. Alors, le travail élémentaire effectué sur chaque déplacement élémentaire n'est que le produit scalaire du vecteur force par le vecteur déplacement élémentaire. Donc, et le travail global de la force F en allant de A à B, c'est la somme des travaux élémentaires effectués sur chaque déplacement élémentaire. Donc, ici, j'ai le travail de F de allant de A à B, le travail de F de A à M1, le travail de F de A à M1, plus le travail de F de M1 à M2, plus jusqu'au travail de la force de Mn, le dernier point, MnB. Donc, le travail de F sur AM1 est égal à F fois A scalaire AM1. Le travail sur le chemin élémentaire M1, M2 est égal à F, égal à F scalaire M1, M2. Et le travail sur le énième déplacement élémentaire, c'est le produit scalaire de F fois Mn, B. Donc, puisque la force F elle est constante, donc je peux factoriser par la force. Alors, la somme vectorielle AM1, M1 plus M1, M2 plus 6, d'après la relation de Charles, est égale au vecteur AP. Donc, la somme AM1 plus M1, M2 plus jusqu'à MnB est égale au vecteur déplacement, est égale au vecteur AB. Donc, ici, on va tirer une propriété, c'est que la force, le travail d'une force constante, il est indépendant du chemin suivi. Il est indépendant du chemin suivi. Donc, si le corps emprunte ce chemin-là, ou bien il emprunte ce chemin-là, ou bien emprunte ce chemin-là, toujours le travail de F de A à B est égal au produit scalaire de la force F par le vecteur qui joint directement A et B. Donc ici, on va dire que le travail d'une force constante ne dépend pas du chemin suivi. Travail du poids d'un corps solide. Donc, dans une région qui s'étend d'une dizaine de kilomètres, on peut considérer que le poids comme étant une force constante. Donc, on va lui appliquer ce qu'on avait dans le paragraphe précédent. Donc, supposons qu'un corps se déplace d'une position A à une position A d'altitude ZA vers une position B d'altitude ZB. Alors, le travail de F de A à B est égal au produit scalaire de F par le vecteur déplacement A et B. Connaissant les coordonnées des points A et B, on peut établir les coordonnées du vecteur AB. Ici, l'expression vectorielle des points est égale à 0i plus 0j moins mg. Donc, la force n'a pas de composante sur l'axe des x, il n'a pas de composante sur l'axe des y, seulement il a une seule composante égale à moins mg sur l'axe des z. Donc, après un calcul fait, le travail est égal à 0 fois xa moins xp plus 0 fois yb moins y plus moins mgk moins mg zb moins
ZA est égal à moins MGZB moins ZA, que je peux écrire d'une autre façon, bien sûr en faisant entrer le signe moins, donc est égal à MGZA moins ZB. Donc si on remarque, si on introduit la différence d'altitude entre le point A et le point B, c'est-à-dire que H égale à la valeur absolue de ZA moins ZB, ZA moins ZB, donc le travail peut s'écrire de cette façon-là. Le travail de P en allant de A à B est égal à plus ou moins mg fois H. Donc, ici, si le corps descend, alors ZA est supérieur à ZB, donc cette différence-là, elle est positive, donc H, il est positif. Donc le travail de P est égal à mg fois H. Donc c'est un travail moteur. Si maintenant le corps monte, alors le ZA, il est inférieur à ZB, donc cette différence-là, elle est négative. Par conséquent, le travail, il est négatif. Il peut s'écrire de cette façon-là, moins mgh, donc c'est un travail qui est résistant. Maintenant, on va voir un autre type de travail. On va voir le travail d'un ensemble de forces constantes exercées sur un corps solide. Supposons que le corps il est soumis à plusieurs forces, F1, F2, F3, Fn. Alors, le corps se déplace de A à B. Alors, si j'effectue une somme des forces, de toutes les forces appliquées sur le corps A en allant de A à B, je trouve que donc, le travail de F1 de A à B plus le travail de Fn sur le chemin A à B. Donc, est égal à donc le travail de F1, c'est exactement le produit scalaire de F1 par AB. Le travail de la force F2, c'est F2 scalaire AB. Le travail de la énième force, c'est Fn scalaire AB. Donc, puisque AB elle est la même, donc je peux factoriser par le vecteur scalaire AB. Alors, cette somme-là n'est autre que la résultante des forces. Donc, si je pose, donc, dans ce cas, si la résultante des forces, tout se passe comme si on a le travail de cette somme de forces-là. Donc, c'est le travail de la somme F1 plus F2 plus Fn. Donc, alors, cette somme-là n'est que autre que la résultante des forces. Donc, qu'est-ce que je conclus ici? Que le travail de la résultante des forces est égal à la somme des travaux de chaque force. Alors, quand est-ce que je vais me servir de cette relation-là? Donc, pour un mouvement rectiligne et uniforme, on sait que la résultante des forces est nulle. Donc, par conséquent, la somme des travaux de toutes les forces appliquées sur ce solide, elle est nulle. Donc, puissance d'une force. Supposons maintenant on veut soulever une charge S d'une altitude H en se servant d'une grue et d'un nom. Alors évidemment, la grue met moins de temps que l'homme. Et pourtant, le travail, il est le même. Donc, ici, on dit que la puissance de la grue est supérieure à celle de l'homme. Donc, la puissance, c'est une grandeur qui fait intervenir le travail et le temps. Si vous voulez, c'est la rapidité avec laquelle une force peut effectuer un travail. Donc, on dit que la puissance de la grue est supérieure à celle de l'homme. La puissance moyenne. Donc la puissance moyenne, c'est une grandeur qui relie le travail et le temps, mais pour effectuer ce travail-là. Supposons qu'on a une force qui effectue un travail WAP pendant une durée delta T. Alors, la puissance de cette force-là est égale au travail de cette force divisé par le temps. Ici, si le travail il est en joules, le delta T en secondes, alors la puissance moyenne il est exprimée en watts. Alors, on remarque qu'un watt est égal à 1 joule par seconde, d'où la définition du watt. Donc le watt, c'est la puissance déployée lors d'un travail de 1 joule effectué pendant une seconde. Ici, j'ai des multiples du watt.
1 kW égale à 1000 watts, 1 mégawatt égale à 10 à la puissance 6 watts, 1 gigawatt égale à 10 à la puissance 9 watts. En industrie, on peut utiliser autre unité de la puissance qui est le cheval vapeur. Un cheval vapeur égale à 736 watts. Maintenant, la puissance instantanée. Donc, la puissance instantanée n'est que la puissance moyenne, mais calculée dans un temps très, très court. Donc, supposons qu'une force F effectue un travail élémentaire delta W en une durée delta T, alors la puissance moyenne est définie comme suit. C'est le travail effectué, le travail élémentaire divisé par le temps. Alors, ce temps-là, il est très, très court. Or, le travail élémentaire est égal au produit scalaire du vecteur force fois le déplacement élémentaire. Donc, j'ai pu écrire cette équation-là en remplaçant delta W par F delta L. Donc, le delta S et delta T n'est autre que la vitesse instantanée. Donc, on peut obtenir une autre formule, que c'est que la puissance est égale au produit scalaire de la force, des vecteurs force fois la vitesse scalaire, la vitesse instantanée. Donc, vu que la puissance est définie à partir du produit scalaire, donc c'est une grandeur qui est algébrique. C'est-à-dire, il peut être positif, négatif, ou bien il peut être nul. Maintenant, travail et puissance d'une force de moment constant exercée sur le cas d'un solide en rotation autour d'un axe delta. Donc, on dit qu'un solide, vous avez vu dans le premier chapitre, qu'un solide est animé d'une rotation, d'un moment de rotation, c'est si chacun de ces points a une trajectoire circulaire centrée sur cet axe-là. Prenons le cas, supposons maintenant, soit un corps solide en rotation autour d'un axe fixe delta, sous l'action d'une force F en un point M. Donc, de trajectoire circulaire de rayon R. Prenons le cas le plus simple où F est perpendiculaire à l'axe et le vecteur force et déplacement sont pas parallèles. Alors, calculons le travail dans ce cas-là. Calcul du travail de cette force-là, bien sûr de moment constant, dans ce cas-là. Alors, le travail élémentaire effectué lors du déplacement dl, c'est le produit scalaire de F fois delta L. Puisque F et delta L sont superposés, donc l'angle entre les deux est nul. Et par conséquent, F scalaire de delta L égale à F delta L cosinus de 0, qui est égal à F delta L. Or, vous avez vu en premier chapitre que dl, ce n'est que l'abscisse curviligne, alors que delta θ, ce n'est que l'abscisse angulaire. Donc, la relation qui les lie, c'est que delta égale à R fois delta θ. Donc, je vais remplacer cette expression-là dans l'expression du travail élémentaire. On trouve que le travail élémentaire est égal à F fois R fois delta θ. Alors, vous voyez ici le produit FR. Le produit FR, F fois R. Donc, il représente le moment de la force par rapport à l'axe T delta. Donc, le produit FR n'est que le moment de la force par rapport à l'axe delta. Donc, je vais le remplacer ici. Et je trouve que le travail élémentaire est égal au produit du moment de la force multiplié par l'angle élémentaire de rotation. Et le travail global sur toute la rotation delta θ, c'est la somme des travaux élémentaires effectués sur chaque déplacement élémentaire. Donc, je vais la sommation. Donc, le travail total est égal à la somme de ces travaux élémentaires. Donc, ici, vous voyez que, puisqu'on a le moment de la force, il est constant, donc je vais le faire sortir de la sommation. Donc, je trouve que le travail de F est égal à le moment de la force F, facteur de la somme des déplacements élémentaires de rotation. Donc, alors, cette sommation-là, la somme de ces angles élémentaires est égale à delta θ. Donc, on peut écrire une autre expression du travail, c'est que le travail de la force est égal au moment de la force appliquée par rapport à l'axe delta de rotation fois le delta θ. Bien sûr, le travail est exprimé en joules,
si le moment il est exprimé en newton en newton mètre et le delta aura en radian. Maintenant, on va voir le calcul de la puissance dans ce cas-là. Prenons le cas le plus simple. Le cas le plus simple, où F est perpendiculaire à l'axe et V et F sont collinéaires. Ceci n'abaisse rien de la généralisation de la démonstration. Donc, la puissance instantanée, on a vu tout à l'heure que la puissance instantanée n'est que le produit scalaire du vecteur vitesse fois la vitesse, du vecteur force fois la vitesse instantanée. Donc, ce produit scalaire est égal à F fois V fois cosinus de 0. Puisqu'ils sont superposés, donc entre les deux égale à 0, donc la puissance de cette force se réduit au produit F fois V. Donc, ici, on a ici V est égal à R oméga. V c'est la vitesse linéaire, oméga c'est la vitesse angulaire. Donc, je vais remplacer cette expression-là je vais remplacer la vitesse par cette expression-là. On trouve que la puissance est égale à F fois FR oméga. Alors, le produit FR, qu'est-ce qu'il représente physiquement? Le produit FR, F fois R, ce n'est que le moment de la force F par rapport à l'axe delta. Donc, on peut écrire l'expression suivante. C'est que, donc, la puissance est égale au moment de F par rapport à delta fois la vitesse angulaire. Donc, en conclusion, bien sûr, le moment de la force il est exprimé en newton mètre, la puissance elle est en watts et la vitesse angulaire elle est en radian par seconde. Conclusion. Donc, la puissance d'une force exercée sur un corps solide en rotation autour d'un axe fixe de moment constant est égal au produit de son moment par rapport à l'axe delta fois la vitesse angulaire oméga. Maintenant, on travaille d'un couple de force. Qu'est-ce qu'un couple de force? Un couple de force, c'est un ensemble de deux forces. C'est un ensemble de deux forces ayant les caractéristiques suivantes. Des droites d'action distinctes et parallèles. Les deux forces ont des sens opposés et des intensités égales. Alors, le moment du couple de force par rapport au moment du couple de force tout entier est égal au moment de la force F1 par rapport à l'axe delta et plus le moment de la force F2 par rapport à l'axe delta. Donc, le moment de F1 par rapport à delta est égal au produit de OA fois F1, ici. Le moment de F2 par rapport à delta est égal à OP fois F2. Donc, si je fais la sommation, ici, on trouve que le moment du couple entier est égal à F1 OA plus F2 OB. Donc, puisque l'intensité de la force est commune, est égale à F, donc je peux factoriser par F. Donc, F est égal à OA plus OB. Alors, la distance, la somme OA plus OB est égale à la distance AB, qui n'est autre que la distance séparant les droites d'action des deux forces. Alors, si on choisit un sens arbitraire, si le couple de forces tend à faire tourner le corps dans le sens arbitraire choisi, il est compté positivement. Par contre, si le couple de forces tend à faire tourner le corps dans le sens inverse, qu'on a choisi, le moment il est compté négativement. Donc on peut écrire que le moment du couple égale plus ou moins F fois T. F étant l'intensité en newton, D étant la distance séparant les deux droites d'action en mètres. D'accord? Donc le moment du couple est exprimé en newton mètre. D'où notre objectif de ce cours-là, c'est que le travail effectué pendant une rotation delta θ est égal au moment du couple entier fois l'angle de rotation.